Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre dans l'après-midi. Il est 3h30 dans l'après-midi. Et je vais enregistrer une petite vidéo encore sur la relativité parce que il y a tellement de choses à dire là-dedans que c'est presque infini les possibilités qu'on peut dire à propos de la relativité d'Albert. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formule la plus célèbre du monde, E égale mc2. Cette formule a été élaborée par Albert Einstein en 1905 dans le petit pamphlet, comme je disais ultérieurement, qui a été publié dans une revue allemande. Ceci fait un rapport entre la masse et l'énergie que contient un corps. Albert avait trouvé que l'équation E égale mc2 se produisait quand un corps émettait des ondes électromagnétiques, soit de la chaleur ou des choses comme ça, et que cette énergie devait être égale à E égale mc2. mc2. C2, c'est la vitesse de la lumière. Comme on le sait, la lumière est très rapide. De la Terre à la Lune, ça y prend 1,2 seconde pour se rendre. Et du Soleil à la Terre, ça y prend 8 minutes et demie. Imaginez quand vous multipliez une petite masse infiniment petite multipliée par la carrée de la vitesse de la lumière, ça fait une énergie formidable. Mais dans ces années-là, la formule d'Einstein avait passé presque inaperçue parce qu'on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas concevoir qu'il y avait tant d'énergie disponible, c'est-à-dire pas disponible, mais qui était cachée dans la matière. Ça veut dire qu'Einstein, quand il a publié ça, il a même supposé que cette énergie-là pourrait être cachée dans la masse inerte de la matière. Lui, il a trouvé ça quand la masse émettait de l'énergie sous forme de rayons lumineux ou électromagnétiques, mais il s'est dit, pour moi, ça doit être vrai, même si la masse n'émet aucune énergie. Elle doit être cachée là-dedans. Imaginez-vous, en 1905, allez penser ça, on ne connaissait même pas l'atome. On savait que ça devait exister, mais on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Le noyau, on ne connaissait pas ça. Les protons, les neutrons, on ne connaissait pas ça. Mais ce cher Albert avait déduit que ça pouvait exister dans la matière même. Mais ça, ce n'était pas démontré, et c'est demeuré jusqu'en 1919, 1920, dans ces années-là. Mais Albert, on lui a donné le prix Nobel de la paix pour, excusez, pas le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de physique pour avoir expliqué l'effet photoélectrique. Imaginez-vous, l'effet photoélectrique, c'est très important, mais la formule la plus célèbre du monde, E égale mc2, 15 ans après, on pensait que c'était encore une affaire, ça se peut, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était exactement. Imaginez-vous. Ça fait que là, qu'est-ce qui est arrivé avec cette formule-là? Encore une fois, ce sont les Allemands qui étaient un petit peu en avance. Ils étaient en avance sur Niels Bohr, lui, c'était un Danois, je crois. Eux autres, ils prétendaient, ils avaient commencé à s'apercevoir que dans la matière, dans le noyau, il y avait des énergies formidables qui étaient cachées là-dedans. Plus tard, on a appelé ça la force nucléaire forte. Et à partir de là, Einstein a commencé à prendre, la formule d'Albert a commencé à prendre une certaine importance quand on a irradié avec des protons des noyaux d'uranium, des noyaux lourds pour essayer de les casser en deux. Et on s'est aperçu que, en faisant ça, il y avait une énergie qui était dégagée et la formule d'Albert était cachée à l'intérieur de la matière. L'énergie dégagée était égale à une perte de masse qu'on multiplie m par C2, la vitesse de la lumière au carré, ça donnait l'énergie. Ça donnait l'énergie dégagée. Et que la matière, la masse originale, est un petit peu inférieure, mais très petite. Fait que là, la formule mc2 a commencé à prendre une importance de plus en plus grande. Parce qu'on s'apercevait qu'à l'intérieur de la matière, il y avait une énergie formidable. Mais comment faire pour canaliser cette énergie? Aller chercher cette énergie, bien, c'est en bombardant les noyaux d'uranium, on créait des réactions qui donnaient de plus en plus de chaleur parce que quand l'atome était fendu, brisé en deux, elle dégageait d'autres protons qui, eux autres, allaient briser d'autres noyaux d'uranium.
Il se disait, en contrôlant cette énergie-là, en étant capable de contrôler l'énergie, on peut faire des centrales nucléaires, faire bouillir de l'eau, actionner des turbines, faire de l'électricité. Mais quand on a eu la guerre, en 39-45, les Américains savaient que les Allemands cherchaient la bombe atomique parce que là, on commençait à comprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur de ces noyaux lourds-là. Fait que là, ils ont développé le projet Manhattan et on a eu ainsi la bombe atomique avant les Allemands. La bombe atomique, c'est tout simplement une réaction nucléaire qui est incontrôlée. Ça se fait d'un coup sec. Et quand vous regardez l'énergie qu'il y a de cachée là-dedans, c'est une infime partie de la matière qui s'est transformée en énergie. Si vous pesez une bombe atomique au début et vous la pesez après, vous ramassez tout ce qui reste, là, vous allez voir qu'il n'y a presque pas de matière qui est transformée en énergie parce que c'est tellement énorme, l'énergie qu'il y a là-dedans, c'est presque inconcevable. Un exemple qu'on pourrait donner, c'est que si on prend, mettons, une livre de matière, une livre de plomb, une livre de plume, une livre de fer, n'importe quoi, une livre, on voit qu'à l'intérieur de ça, en multipliant E égale MC2, ça va nous donner, excusez, je vais regarder sur mes notes, là, ça va donner 42 millions de milliards de joules. 42 millions de milliards de joules dans une livre. Excusez. Par ailleurs, si vous laissez tomber cette masse-là 1 mètre par seconde, disons, à terre, elle va vous donner 0,250 joules. Ça veut dire que dans notre monde physique aujourd'hui, dans notre réalité, nous autres, on ne peut pas atteindre ces énergies-là. On essaye, mais on s'en approche, mais on est encore très, très loin. 0,250 joules, imaginez-vous. Tandis que des milliards de millions de joules, si on pouvait fendre la matière, toute la matière, la transformer en énergie. C'est pour ça que la formule d'Einstein, de ce cher Albert, est devenue très importante. Einstein n'est pas le père de la bombe atomique parce que lui, ça ne s'intéressait pas à ça pantoute. Ces affaires-là, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est de comprendre comment ça se passait dans la matière. Ça l'intéressait. Comprendre la physique. Mais les applications pratiques, Einstein n'était pas là. C'était pas sa spécialité, ça ne l'intéressait pas. C'est pourquoi Albert a toujours été un peu dans son enfance, ou même quand il était dans les années 1900, il vivait presque dans la misère. Il n'était pas capable de se trouver de job. Il n'y avait pas de job. Puis finalement, il a réussi à rentrer à Berne au brevet. Il étudiait les brevets des autres, les patentes que le monde supposait. Même son patron lui avait dit, une journée, « Einstein, vous ne ferez jamais rien de bon. » On n'a jamais vu dire quelque chose d'aussi insensé à propos d'un être humain qui était le plus grand génie de son temps. Probablement que le cancre était en avant d'Einstein, pas assis au bureau d'Einstein. C'est pourquoi ce cher Albert, de plus en plus, moi je le découvre, et on voit que c'était vraiment un génie sensationnel. E égale MC2, en 1905, quand on ne connaissait même pas l'atome, le noyau a été élaboré par Niels Bohr autour des années 1912, je crois. C'était pas connu dans le temps. Mais lui, il avait réussi à déduire ça. Puis en plus, on lui a donné le prix Nobel pour l'effet photoélectrique. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'avait même pas compris que la formule E égale MC2 était d'une importance primordiale pour l'avenir de l'humanité. Et sur ce, je vous quitte. Merci et bonne journée.